en août 1945, éclate la première bombe d'Hiroshima. Ça a été un choc. Et la question s'est posée, quelle est la signification de cette arme nouvelle? Alors je constatais que 2 bombes, celle d'Hiroshima, celle de Nagasaki, avaient suffi, avec un équipage de 10 hommes et un avion, à mettre totalement, brutalement, un arrêt à un conflit d'extermination qui avait duré 5 ans et au cours duquel les hommes s'étaient affrontés par dizaines de millions, avaient utilisé des canons par centaines de milliers, des chars par centaines de milliers, des avions par dizaines de milliers, des bateaux de guerre par milliers. Et là, une dizaine d'hommes mettaient fin à un conflit semblable. La leçon était simple à tirer. Je me disais que jamais plus la France, avec une industrie d'armement modeste, ne serait en mesure de jouer un rôle. En revanche, si l'aventure elle était prise à la gorge, dans une situation désespérée, si elle disposait d'une dizaine de bombes avec une dizaine de bombardiers, elle représenterait un pouvoir d'anéantissement colossal, puisqu'elle serait capable d'infliger 10 Hiroshima à toute puissance qui s'apprendrait à elle. Là était la solution. Le contexte international, c'est la guerre froide. La confrontation à distance entre les deux blocs, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, avec toutes les infrastructures militaires développées des deux côtés et qui allaient durer pendant des années à partir des années 50. Au cours de l'année 56, il y a eu d'une part les événements de Hongrie et d'autre part les événements de Suez, où on s'est aperçu que les Américains qui avaient signé avec nous le traité de l'Atlantique Nord contre les Soviétiques, tout d'un coup se mettaient d'accord avec eux pour nous empêcher de réaliser notre projet sur Suez. Et par conséquent, un certain nombre de parlementaires, mais très nombreux, ont dit il faut en sortir, il faut que nous ayons les moyens de notre indépendance, puisqu'on laisse tomber, tout le monde nous laisse tomber. Quand on a redémarré, on est reparti à zéro quand même. On n'a rien fichu pendant 5 ans. Je ne me rappelle pas pourquoi. On n'avait rien fichu pendant 5 ans. On repartait à rien du tout. Peu à peu, on a eu les meilleurs ingénieurs du monde. Je pense que peu à peu, on les a eus, mais pas en 1945. Il a fallu 10 ans pour arriver à ce que Deplantes et Cabrières se deviennent des personnalités mondiales de l'aéronautique, oui. Et j'ai demandé audience à M. Guy Mollet. J'ai obtenu un entretien qui s'est déroulé en mars 1956. Nous avons passé une partie de la nuit de mars 1956 à discuter avec lui. Et là, il y a eu une discussion très plaisante. Parce que j'expose mon projet avec des tableaux que je présentais successivement. Et M. Guy Mollet me dit, si je comprends bien, mon colonel, vous voulez que je fasse cette sacrée bombe? Je dis oui, Monsieur le Président, c'est l'objet de ma visite. Ah, me dit-il, je viens de faire ma campagne électorale de 1955 sur 3 points. La paix en Algérie, la réduction des impôts et le désarmement. Or, je fais la guerre en Algérie, je ne réduis pas les impôts pour la faire, cette guerre, et vous voudriez en plus que je fasse la bombe atomique. Je dis, Monsieur le Président, puisque vous avez trompé le pays sur 2 points, vous pouvez le tromper sur le 3e. C'est à ce moment-là que Chaban est intervenu. Oui, tu as raison, Gallo a raison, il faut y aller, on ne peut pas continuer à faire des recherches clandestines sur le nucléaire et ne pas en parler au peuple, il faut avoir pour la population avec nous, etc., etc. Et finalement, vers 2 heures du matin, Guy Mollet a cédé. À l'époque, la générale aéronautique Marcel Dassault avait développé le Mirage 3, qui s'annonçait être un avion extrêmement performant, et qui a d'ailleurs eu une carrière en France et à l'international tout à fait exceptionnelle. Le Mirage 3 était la préfiguration du Mirage 4, mais c'était aussi la suite du Mirage 1 qui avait volé en premier en 1955. Autrement dit, la mise au point de l'aile Delta, qui aboutit au Mirage 4, le plus bel exemple français d'aile Delta, c'est l'aboutissement de 4 ans d'essai en vol sur toutes les ailes Delta d'Assaut. Le Mirage 4 est né du Mirage 3. C'est un avion qui est homothétiquement à l'échelle 2,
Donc le Mirage 3 est un monoréacteur, le Mirage 4 est un biréacteur. Il fait pratiquement 2 fois les dimensions du Mirage 3. Simplement, le Mirage 3 étant un excellent avion, le doublement de taille du Mirage 4 ne pouvait que conduire à un excellent avion. C'est un des plus beaux avions qu'on ait fait. Monsieur Dassault disait toujours un bon avion et presque toujours un bel avion. Ça, c'est ce que disait Marcel Dassault. Là, il avait raison. Mais il veillait énormément. Monsieur Dassault jouait beaucoup sur la courbure, l'allure de son avion, les lignes extérieures, plus que quiconque. S'ils sont beaux, c'est parce que Marcel Dassault le voulait et que les ingénieurs responsables ont su faire des avions solides sous des jolis dessins. C'est ça à peu près. Chez Dassault, on développait un avion à partir de solutions qui étaient déjà éprouvées. C'était une politique de petits pas du tout par frilosité, mais parce qu'à partir du moment où on avait une solution technique qui fonctionnait, il n'y avait aucune raison de tout casser, de repartir à zéro sur un programme avec des nouvelles définitions aérodynamiques, de motorisation et ainsi de suite. Et donc en fait, ça explique que le Mirage 4 est venu très naturellement dans le prolongement du Mirage 3 quand il s'est agi de répondre à la demande des services de l'État. Le Mirage 4 était le seul avion que l'on a conçu entièrement responsabilité système d'armes comprises. C'est-à-dire que la fiche programme qui a été lancée par le gouvernement et l'état-major de l'époque, avec le général de Gaulle, il tenait en 2 pages. Il disait simplement faites un avion supersonique capable de délivrer une bombe à tant de kilomètres avec telle précision, point barre, c'est tout. Démerdez-vous. Eh bien, on se démerdait. Il y avait 3 équipes qui suivaient cet avion. Il y avait l'équipe Dassault, donc il y avait l'ingénieur d'essai qui était Jean Robert, le patron des essais en vol qui était Serge Dassault, le pilote qui était moi. Et puis il y avait les équipes du centre d'essai en vol qui surveillaient ça sous l'œil de M. Bont. Et il y avait Marias, il y avait Auriol, il y avait et puis des ingénieurs d'essai comme Cavin et autres. Il y avait ça, c'était les 2 équipes qui travaillaient ensemble. Et puis il y avait aussi l'équipe officielle supervisant le total qui, pour la seule fois dans l'histoire de l'aéronautique, avait été confiée à une équipe double, un militaire qui était colonel Viltort et un ingénieur qui était un chef forestier, qui ont supervisé la totalité pour l'État et qui avait pratiquement plein pouvoir. C'est une des raisons de la mise au point très rapide du Mirage 4, une des raisons. L'excellence de la cellule et les pleins pouvoirs de ceux qui pouvaient diriger et orienter vraiment les pleins pouvoirs. Ils pouvaient rendre compte, presque au ministre, c'était à peu près ça. Si bien qu'avec la maison Dassault qui est toujours très active et qui fonçait, le résultat a été que cet avion a volé en juin 1959. Donc 2 ans et demi plus tard, c'était fait. Et il s'est appelé le Mirage 4A. 5 colonnes à la une vous présente le dernier né de la construction aéronautique française. Il s'appelle Mirage 4. Vous ne le connaissez pas encore, personne ne le connaît. Seuls l'ont vu et approché ceux qui ont mis au point ce prototype, qui vient de voler il y a quelques jours pour la première fois sur l'aérodrome de Melun-Villaroche. Les essais en vol d'un avion, ça consiste à le décoller pour la première fois, voir si ça marche. Ensuite, on en fait l'étude, 2 études. Il y a l'étude de performance et l'étude des qualités de vol. Les performances, ça consiste à aller le plus vite possible, le plus haut possible. Qualité de vol, savoir toutes les attitudes que va prendre l'avion, en virage, en décrochage, tout ce que vous voulez. Vous savez, le premier vol, c'est toujours cérémonie inquiétante, préparation, du pilote, du briefing, le programme de vol. Puis à l'époque, on avait peu de moyens de relation avec le pilote, il y avait une voiture radio. La voiture radio, c'est une petite camionnette dans laquelle il y avait simplement un poste radio en VHF en liaison avec le pilote. On lui demandait comment ça allait, il donnait ses performances, il donnait les caractéristiques de vol, les situations éventuelles de panne s'il y en avait. On n'avait pas comme aujourd'hui une salle d'écoute avec transmission directe des données de l'avion directement aux ingénieurs. Le pilote n'a rien à dire et les ingénieurs voient exclusivement tout ce qui se passe dans l'avion et toutes les caractéristiques possibles et l'éventuelle panne. Là, c'était le pilote. Monsieur Dassault était très au courant des essais en vol et attachait beaucoup d'importance aux
aux opinions, à l'avis des pilotes d'essai après un vol. Peut-être un peu trop, ce qui nous avait conduit à mesurer bien les comptes rendus qu'on faisait à M. Dassault, de façon à ce qu'ils ne partent pas trop vite sur des modifications à faire, alors que nous, on n'était pas encore tout à fait sûrs de ce qu'on donnait comme avis. Pour le public, Roland Glavany, le pilote d'essai, c'est le pilote qui monte dans l'appareil et puis qui voit s'il tient l'air. Est-ce que votre rôle se borne là? Le rôle du pilote d'essai ne se borne pas là, mais cette définition simple me plaît beaucoup personnellement. Le pilote d'essai, c'est en effet celui qui monte dans l'avion et qui va voir si ça tient ou si ça ne tient pas. Accessoirement et en réalité, il faut donner des avis sur les défauts, essayer de les analyser, et même si par hasard ça ne tient pas, essayer de dire pourquoi ça n'a pas tenu. La fiche programme du Mirage 4 demandait un avion capable de voler à Mach 1,8, Mach 2, de délivrer une charge nucléaire d'une masse d'une tonne en ayant un rayon d'action en autonomie propre de 1500 km. Donc il fallait que l'avion soit capable de voler assez longtemps vite, et pour pouvoir voler assez longtemps vite, il faut qu'un avion vole haut. Comme c'était un programme emblématique, et qu'on ne voulait pas qu'il coûte très cher, il y a eu une forme de contrat original aussi, à partage de pertes et de bénéfices, c'est-à-dire avec intéressement d'entreprise. Et ce programme a été si bien mené qu'on a remboursé de l'argent à l'État. En général, de Gaulle m'a reçu, comme toujours, très courtoisement. Il m'a fait installer dans son salon et j'ai pris un autre fauteuil. Et je me suis servi du dossier de ce fauteuil pour mettre les tableaux et j'ai commencé mon exposé, qui a duré près de 3/4 d'heure. Le général n'a pas dit un mot. Écoutez, quand ça a été terminé, il est parti dans un long monologue. Et j'ai constaté qu'il allait beaucoup plus loin que moi, même dans la projection de l'avenir et dans se représenter le nucléaire. La dissuasion à la française était en fait une stratégie du faible au fort. C'est un principe qui est très simple. Si vous avez un adversaire qui est notoirement beaucoup plus fort que vous, vous le tenez à distance parce que même si vous êtes beaucoup plus faible que lui, il sait que vous pouvez malgré tout lui infliger des dégâts absolument considérables. Les principes et les conditions, les circonstances nous ont amenés, nous ont déterminés à nous doter nous-mêmes d'une force atomique qui nous soit propre. Et en fait, comme on le sait, nous avons commencé par nos seuls et propres moyens à inventer, à expérimenter et à construire des bombes atomiques et les véhicules pour les lancer. La gauche française était contre parce que il y avait un certain tropisme, certaine favorable à l'Union soviétique, si vous voulez, surtout la part du Parti communiste, naturellement. Et la droite française étant atlantique, elle craignait qu'en faisant une force de dissuasion, on ne se distance des États-Unis. Ce qui s'est passé d'ailleurs. C'était la thèse de Raymond Aron, qui au fond représentait la voix de l'Amérique en France. Il était financé d'ailleurs par la CIA. Enfin, il y avait les industriels de l'armement traditionnel, qui fabriquaient des chars d'assaut, qui fabriquaient des fusils, des canons, des armes classiques, et qui estimaient que l'argent qui allait aller aux savants pour faire l'atome n'irait pas dans les usines lourdes, d'industrie lourde. Donc ils étaient contre. Et puis il y avait aussi une partie des militaires qui craignaient que le nucléaire, en raison de l'énorme puissance de destruction par unité de feu, n'exige que des effectifs réduits. Et par conséquent, remodèle une armée tout à fait réduite. Regardez bien ce document. Vous allez assister au premier grand vol du premier bombardier atomique français, le Mirage 4. Ces 2 réacteurs à Tarneuf lui assurent une poussée de 10 tonnes. Ses ailes en delta le font ressembler à une énorme chauve-souris, mais une chauve-souris qui pourrait atteindre à la vitesse de Mach 2 plus de 2000 km à l'heure. Pendant l'essai en vol, le pilote reste en communication avec le sol. La voiture radio est le seul lien qui rattache l'homme aux autres hommes pendant ces minutes émouvantes où n'importe quoi peut arriver. C'était quand même un avion spécial, puisqu'on avait 4 ans d'études du supersonique. On savait que l'aile delta serait
pur jusqu'à Mach 2. Et donc on a commencé par explorer jusqu'à 1,5, 1,6 et après on a étalé plus bas au sol pour arriver jusqu'à Mach 1,95. Ensuite le delta est autostable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin, comme tous les autres avions, d'un plan horizontal arrière qui assure la stabilité, ce qui fait une traînée en moins. Ça nous a épargné des vibrations couplées en flexion, en torsion de l'aile, qui ont causé la perte de pas mal d'avions et pas d'une autre. Tout ça mélangé a fait qu'on a eu en performance un avion parfaitement pur et parfaitement au point, mais ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard, c'est l'aboutissement de 5 ans de travail sur les ailes Delta. Dans le contexte des années 60, tout ce qui touchait aux militaires d'ordre stratégique était extrêmement secret. On ne parlait jamais de bombes atomiques, mais on parlait d'armes, ou on parlait de la chose. Donc autant de termes pour ne pas citer la bombe atomique en tant que telle. C'est précisément parce que les civils du commissariat étaient en grande majorité hostiles à l'arme nucléaire qu'il a fallu créer une direction spéciale avec des militaires. C'est parce que les civils ne voulaient rien faire pour l'armement. Ça a été un développement qui a été fait en parallèle à l'avion, mais qui a mobilisé beaucoup d'énergie pour arriver à ce que le Mirage 4 ait son arme. La bombe atomique du Mirage 4 était semi-encastrée, c'est-à-dire qu'elle trouvait sa place dans le ventre de l'avion, pas complètement, mais une partie, ce qui permettait de réduire la traînée pour ne pas altérer la vitesse de l'avion. Le choix des moteurs du Mirage 4 a été essentiellement guidé par la volonté de ne pas dépendre d'une puissance étrangère qui aurait donc fourni des moteurs pour un avion qui était l'avion de la force de dissuasion nucléaire française. La France, à cette époque, faisait de très bons petits réacteurs, mais pas de gros réacteurs. L'idée est venue à la maison d'assaut de développer ce Mirage 4A en un Mirage 4B qui, lui, n'aurait pas de moteur français parce qu'il n'existait pas, mais 2 moteurs américains J75 fabriqués par Pratt & Whitney et qui, au lieu de développer une poussée de 6 tonnes, donnaient plus de 10 tonnes chacun. À ce moment-là, on avait un rayon d'action largement suffisant. Mais ça coûtait très cher. Et puis, cette formule ne plaisait pas beaucoup au général parce qu'elle avait recours à des matériels américains. Donc le choix s'est porté sur la SNECMA, avec une pression assez forte des services de l'État pour que la SNECMA développe un moteur qui soit le plus puissant possible au fil de ses essais. Et c'est une intervention de M. Pinet, qui était ministre des Finances, et qui a mis le haut là. Il a dit, non, c'est un projet beaucoup trop coûteux, j'ai le redressement de l'économie française d'abord. Il a protesté si bien qu'on a abandonné le projet. Affolé, je suis allé au ministère de la Défense voir ce général Lavaux. Et c'est à ce moment-là que je lui dis, bien, monsieur mon général, il y a une solution. Revenons à un avion plus modeste, le Mirage 4A ordinaire, et envisageons éventuellement des missions sans retour. Quoi? Des missions sans retour? Je dis oui, si la France, un jour, peut être placée dans une situation aussi extrême qu'elle utilise l'atome contre le gigantesque appareil militaire soviétique, c'est que tout est perdu. Et le chef d'état-major de l'époque apprend cette décision. Et il n'était pas content. Il convoque. Nous ne sommes pas des kamikazes. C'est inadmissible. Je veux que mes équipages reviennent normalement, etc. etc. Alors je recommence auprès de lui mon petit plaidoyer sans succès. C'est à ce moment-là qu'il a insisté en disant il y a une solution intermédiaire, c'est de disposer de ravitailleurs pour ravitailler en vol votre avion. Et c'est ainsi que la commande a été décidée d'acheter aux États-Unis
14 Boeing KC-135 et miraculeusement, les États-Unis n'ont pas fait d'opposition. Et bien qu'on a acheté ces avions et je crois que bien des années plus tard, ils volent encore. Et le résultat a été qu'il a été commandé en série à 60 exemplaires. L'avion, donc, prototype a volé en 1959 et 5 ans plus tard, les avions entraient en service à la première escadrille de Mirage 4. On m'a demandé de monter les faces stratégiques. Il y avait un avion merveilleux, c'était le Mirage 4. Et puis l'organisation, il fallait créer les équipages. Les pilotes, c'était la plupart des anciens pilotes de chasse. Il fallait trouver les navigateurs. Ce sont toutes les unités de l'armée de l'air qui ont contribué à venir alimenter ces unités nouvelles. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'étaient pas les plus mauvais qu'on prenait. C'était la même chose pour les pilotes, pour les navigateurs. Il a fallu former des navigateurs rapidement. Donc il y a eu un effort très, très important. Et comme à la tête des faces, il y avait un patron, le général Philippe Morin, pour ne pas le nommer, qui était le premier commandant des forces aériennes stratégiques, et qui était un patron remarquable, qui avait l'œil à tout, qui venait dans les unités, qui venait voler dans les unités. En janvier, février, on a vu arriver les premiers avions de série. Là, une anecdote. Le conseil municipal de Mont-de-Marsan a été invité à visiter la base et un conseiller d'un parti qui n'était pas du tout favorable à l'arme nucléaire a demandé « Puis-je toucher la bombe ?» Il fallait vraiment tout découvrir. Il fallait découvrir le ravitaillement en vol, il fallait découvrir le supersonique à jet continu, il fallait rédiger les manuels d'emploi, les procédures, il fallait traduire même, je vais vous dire une chose, à ce moment-là, on ne cherche pas tellement à inventer. Hein. Pour les procédures de ravitaillement en vol, hein, moi je suis allé chercher dans un bouquin américain comment faisaient les Américains, et puis j'ai traduit l'américain en français. Hein. C'est pas plus difficile que ça. Et puis ça marche. Hein. Les chasseurs étaient très intéressés de voir comment on pouvait intercepter cette machine. Et ils ne se heurtaient pas souvent à des avions qui volaient à Mach 2 en croisière. Hein. Alors ils voulaient voir. On a fait des expérimentations Mirage 3 contre Mirage 4. Alors là, c'était superbe. Hein? C'était superbe. Moi, j'avais des camarades de promo qui étaient à Mont-de-Marsan, à la section chasse, sur Mirage 3. Je peux vous garantir qu'au bout de quelques jours, de quelques missions, ils commençaient à faire une pâle figure. Une pâle figure. Et nous, on se sentait les plus forts, hein, il n'y a aucun doute. Et vous savez, quand vous déboulez à Mach 2, depuis vous avez traversé la France, vous êtes parti loin, puis vous revenez sur l'objectif. Vous avez de la chance, encore l'objectif, c'était la base de Mont-de-Marsan. On allait vers eux. Et bien, je dois dire que on avait presque de la peine pour eux. Hein. 5 ans entre le premier vol et la mise en service opérationnelle, c'est du jamais vu. Hein. Surtout s'agissant d'une mise en service opérationnelle dans un domaine aussi essentiel. Il y a eu une véritable volonté à la fois politique, financière et surtout intellectuelle de nos ingénieurs de l'époque pour arriver à un système exceptionnel et précurseur. À l'époque, la meilleure façon de passer au travers des défenses de l'Union soviétique, c'était de voler très vite, très très haut. C'était le seul moyen d'éviter, je dirais, la défense ennemie. Ce que je voudrais demander maintenant à M. Vigan, c'est de nous dire, vous savez, on parle beaucoup de ce Mirage 4 et on dit en particulier qu'il y a des quantités de fusées ennemies ou éventuellement ennemies qui sont prêtes à l'abattre tout de suite. Il y a des gens qui sont drôlement bien informés dedans. Parce que d'après ce que l'on peut savoir, évidemment, il y a des fusées, mais enfin, les Russes n'ont pas su descendre l'U-2 avec des fusées. Il a fallu que l'U-2 descende très bas par suite d'une panne pour qu'il puisse être atteint. De même, quand à Cuba on a battu un U-2, il volait également très lentement et très bas. Je pense qu'il n'est absolument pas prouvé actuellement qu'on peut atteindre un avion qui vole haut et vite.
Très vite, ça voulait dire 2 fois la vitesse du son. Très très haut, ça voulait dire 18 000 mètres. Bon. Du vol de croisière pendant un grand laps de temps, à cette vitesse-là, on ne l'avait jamais fait. Donc, tous les problèmes aérodynamiques du vol hautement supersonique, de la température, parce qu'il a beau faire moins 50 degrés là-haut, finalement, on a des endroits sur l'avion où il y avait plus de 100 degrés, 130 degrés. Une des procédures consiste à mettre l'avion en climatisation plein froid. Et malgré cela, la température de la cabine va augmenter. Et en général, en fin de vol supersonique, on est facilement à 45 degrés dans la cabine. Et il serait assez risqué de vouloir enlever ses gants pour toucher la cabine qui se trouve, elle, à plus de 60 degrés sur les montants. Sur les avions qui flirtent avec Mach 2, de nous, Mirage 4 jusqu'au Concorde, il y a des effets d'échauffement qui sont donnés par des formules très simples, du reste, dont je me souviens pour par cœur. Delta T sur T égale 0,2 le Mach au carré. T étant la température absolue. J'ai pas essayé de la... Ça, je le sais. Des problèmes de centrage avec, quand un avion passe en haut supersonique, bien, le centre de gravité doit bouger. Et il faut le faire varier, sinon on aura beaucoup de difficultés à passer le mur du son. Hein. Et bien, comment on faisait varier le centre de gravité? Eh bien, par des transferts de carburant entre l'avant et l'arrière de l'avion, chose qui n'avait jamais été imaginée. Couper la liaison entre le manche du pilote et puis les ailerons eux-mêmes. Et bien ça, on l'a fait. On a coupé et on a mis des appareils électriques. Alors aujourd'hui, c'est de l'informatique. À l'époque, c'était de l'analogique, comme on dit. Mais enfin, une aide électrique au pilotage. C'était déjà révolutionnaire. La façon de se protéger des radars, des missiles, par le brouillage, par le leurrage. Bon, là aussi, le Mirage 4 était complètement précurseur en la matière. Si vous regardez bien le Mirage 4, vous ne verrez pas de canon, vous ne verrez pas de missiles accrochés au bout des ailes ou sous la voilure. Donc, aucune autodéfense, j'allais dire, contre une attaque d'un chasseur ennemi. Le seul moyen de se défendre que nous avions à l'époque, c'était les contre-mesures électroniques. Brouillage de radar de conduite de tir contre des batteries solaires ou contre du tir RR. Autre chose révolutionnaire, le ravitaillement en vol. On n'avait jamais fait de ravitaillement en vol avant. Là, le ravitaillement en vol est devenu chose courante parce que c'était indispensable pour donner l'allonge nécessaire pour aller jusque là où le président nous demandait d'aller. Et puis enfin, et un aspect et non des moindres, c'était la capacité de voler très bas, très vite, dans toutes les conditions météo, qu'il s'agisse de nuages ou de la nuit, puisque au début du Mirage 4, je vous ai dit la meilleure façon de passer au travers des défenses soviétiques, c'était de voler très haut, très vite. Et puis rapidement, les missiles soviétiques sont devenus capables d'aller intercepter un avion volant à plus de 2000 km/h et à plus de 18 000 mètres. Et alors il a fallu donc changer de tactique. Et on est passé par le bas, mais alors là en volant très bas, très vite. Et il fallait bien sûr pouvoir dire au président que quelles que soient les conditions météo, de jour ou de nuit, on était capable de le faire. Et donc il a fallu acquérir, et ça c'est précurseur, les données numériques, géographiques du terrain. Donc la tenue des matériaux, la consommation du carburant. Donc ça, tous ces phénomènes-là, ça c'était complètement précurseur. Ça a été repris plus tard sur le Concorde. Oh, ça c'est un truc, alors. Si vous dites ça aux ingénieurs qui ont conçu le Concorde, ils disent « mais c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Bon, on a bien été quand même sur une voilure vaguement delta, les premiers arrivés à Mach 2, j'allais de faire Mach 2 pendant un certain temps, ça a quand même joué, Bien entendu, c'est pas le même bureau d'études. Cette pratique du ravitaillement en vol, qui était autrefois exclusivement destinée au Mirage 4, est devenue pratique courante et de toute façon indispensable à toute action aérienne aujourd'hui. L'avion doit trouver un autre avion dans le ciel. Et donc, il est nécessaire, il y avait un système de communication entre le C-135, avion ravitailleur, et le Mirage 4, avion devant être ravitaillé, qui permettent ce qu'on appelle la rejointe. Dans ce contexte international, en fait, les grandes puissances, ou en tout cas les puissances qui avaient une arme, qui détenaient l'arme nucléaire, ont réussi à maintenir l'équilibre du monde par l'équilibre de la terreur. La force atomique française
dès l'origine de son organisation, aura la sombre et terrible capacité de détruire en quelques instants des millions et des millions d'hommes. Ce fait ne peut pas manquer d'influer au moins quelque peu sur les intentions de tels agresseurs éventuels. Le Mirage 4 et la composante aérienne, c'est un outil qui était véritablement conçu autour de la mission, autour de la fonction stratégique, autour de l'idée politique. Hein. Et tout a été construit, conçu, j'allais dire, autour de l'arme nucléaire, la première arme nucléaire française, et autour de l'efficacité et de la crédibilité dès les premiers instants, dès la première alerte Mirage 4 en octobre 1964, c'était à Mont-de-Marsan. Tout a été fabriqué jusque dans le moindre détail. Et c'est vraiment un prodige de cohérence. En matière de dissuasion, le diable, il est dans les détails. Et en matière de crédibilité, je peux garantir qu'il n'y a jamais eu de bluff. Tout était prévu jusque dans les détails les plus ancillaires. À partir de 1965, on commence à parler d'une mission qui s'appelle Tamouré. Alors Tamouré, ça a une odeur de Polynésie un petit peu. Hein. Et cette mission Tamouré est prévue pour, je dirais, le début de 1966 en gros. On ne sait pas grand-chose. Hein. On ne sait pas grand-chose pour le moment, sinon qu'on se met quand même au travail pour étudier des itinéraires qui permettront de rejoindre, avec des C-135 bien sûr, grâce au ravitaillement en vol, cette Polynésie lointaine. J'ai découvert dans cette région où la tropopause est très froide, des performances extraordinaires du Mirage 4, extraordinaires. Et dans mes premiers vols, là-bas, eh bien, il m'est arrivé de monter à 55 000 pieds. On était obligé de réduire les post-combustion pour ne pas monter plus haut, pour ne pas dépasser Mach 2. C'était incroyable. Hein. Donc c'était un avion extrêmement brillant dans ces cieux-là, sous ces cieux-là. Et alors, cette mission, donc, c'était larguer l'arme nucléaire du Mirage 4 en supersonique Mach 2 et à entre 50 et 55 000 pieds. En matière de dissuasion, on ne peut pas bluffer. On ne peut pas se contenter de considérations du genre « on pense que ça va marcher ». Hein, on veut aller jusqu'au bout de la démonstration. Et donc, c'est ce qui a été fait lors de cette opération Tamouré dans les années 60 au centre d'essai du Pacifique. On montrait à la face du monde que ce système d'armes était réellement opérationnel et que l'arme fonctionnait. Il a dû décoller à 4 heures du matin, il faisait encore nuit noire. Hein. Quand l'explosion a confirmé la réussite de l'opération, on était quand même à de l'ordre de 500 km de distance. Hein, et que j'ai vu à ce moment-là le ciel s'éclairer pendant 3 bonnes secondes, hein, 3 bonnes secondes, hein, eh bien, j'ai compris que la dissuasion avait pris du poids. La prise de décision de déclenchement du feu nucléaire pour les Mirage 4 était prise par le président de la République. Le président est véritablement le seul homme en France qui porte cette responsabilité. Et il peut transmettre son ordre, c'est techniquement possible, directement, sans intermédiaire. Ce carillon au timbre inoffensif, c'est précisément un ordre de mise en alerte. Pour l'officier de quart à Taverny, un simple appel au téléphone rouge qu'il faut déverrouiller pour la circonstance suffit pour faire décoller en moins de 5 minutes le Mirage 4 en attente dans son abri de béton. Dernier réglage sur la bombe, il ne restera plus qu'à armer en vol la gâchette nucléaire.
À Taverny, l'officier de quart pourra avertir l'Élysée que l'ordre a été exécuté dès qu'apparaîtra au téléaffichage le V qui, dans la colonne Mont-de-Marsan, signifie que le Mirage 4 a bien décollé. Reste à savoir s'il aura une chance de tromper les défenses adverses et de passer le jour où il ne s'agira pas d'un exercice d'entraînement. Les forces nucléaires, par définition, ne seraient mises en œuvre que dans des scénarios extrêmes. Et donc là, il faut se reposer sur ce que j'appelle une composante, la troisième composante finalement, qui est la composante transmission nucléaire, hein, qui est majeure dans notre pays démocratique, puisque c'est le lien entre le président et les forces. Il a été décidé, et cela a été valable pour toutes les forces de dissuasion nucléaire, que l'exécution d'un ordre serait fait par deux personnes. Deux personnages indépendants qui ne peuvent pas faire le travail l'un de l'autre. Hein. Donc on les sépare. Dans un sous-marin, pour tirer les missiles, vous avez le commandant du sous-marin, vous avez son second, à 2 étages différents du sous-marin. Dans le plateau d'Albion, autrefois, il y avait la capsule de tir, et il y a des pupitres qui étaient assez distants, avec des contraintes de temps telles que personne ne pouvait à la fois agir sur les 2 pupitres dans les contraintes de temps imparties. Donc une dualité aussi. Et à bord d'un avion de combat, il y a le pilote et le navigateur qui ont chacun des actions à conduire, à mener, qui doivent être parfaitement synchronisées, hein, et qui sont rédhibitoires. Si l'un ou l'autre n'exécute pas ces actions, l'arme ne peut pas être mise en œuvre. Pour prendre un exemple, entre le navigateur et le pilote, une cloison les sépare et un petit trou avait été prévu de l'ordre de 10 cm par 10 cm qui permettait, en cas de panne de transmission d'interphone de bord entre le pilote et le navigateur, on puisse quand même mener à son terme la mission. Puisque une fois l'ordre funeste donné d'aller porter le feu nucléaire, il était hors de question de faire demi-tour pour une panne de téléphone de bord. Donc les gens avaient imaginé de faire un petit trou dans la cloison et avec une pince crocodile accrochée au bout d'une chaîne, enfin un petit mât télescopique, eh bien le navigateur pouvait passer un petit papier disant « c'est bon, je donne mon accord pour appuyer sur le bouton et lancer la bombe ». La composante pilotée aérienne, donc, a été seule à assurer la dissuasion depuis sa création en 1964 jusqu'à la mise en service des sous-marins lanceurs d'engins et du plateau d'Albion au tout début des années 70, 71 à peu près. On a connu tout à fait au début une bombe qui n'était pas freinée. C'est-à-dire, on la larguait en supersonique, à haute altitude, on appelait ça l'arme nucléaire type 21. Et quand on est passé à la basse altitude, on ne pouvait plus se servir de cette arme-là, bien sûr. Et donc, on a à ce moment-là, on a eu l'arme type 22, qui était la même, hein, mais elle était freinée. C'est-à-dire que celle-là, elle se larguait à basse altitude, hein, à la suite d'une manœuvre un peu... c'était un peu de la voltige, hein, c'est un peu ça, on appelait ça le Low Altitude Drop Delivery, selon le terme américain. C'est-à-dire l'avion lâche la bombe et elle tombe, au bout d'un parachute d'ailleurs, eh bien, ça avait quand même un inconvénient, c'est qu'il fallait survoler l'objectif. Et ces objectifs, en général, ils sont très défendus. Donc, si on veut encore assurer la réussite de la mission, on est passé au tir à distance. Donc, à partir de là, il s'agissait non plus d'une bombe à gravité, mais d'un missile qui lui-même prolongeait la croisière de l'avion pour arriver jusqu'à l'objectif, l'avion pouvant dégager à distance de sécurité de l'objectif. Si les mirages de Mont-de-Marsan ne passent pas, si les fusées d'Albion sont relativement vulnérables, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins pourrait à lui tout seul assurer la dissuasion. Mais pour le moment, en cale sèche à Cherbourg, préparés pour être équipés chacun de 16 missiles MSBS pouvant envoyer une charge atomique de 500 kilotonnes à 2300 km, les 2 submersibles déjà lancés, le redoutable et le terrible, ne seront pas opérationnels avant plusieurs années. Invulnérables aujourd'hui, le seront-ils encore au moment de leur première patrouille? Le Mirage 4, il a eu plusieurs vies. On peut parler d'abord du Mirage 4A, A comme la bombe A d'ailleurs, hein, et qui, en 86, a été fondamentalement rénové de façon à passer à l'âge de l'informatique. Alors extérieurement, ça ne se voyait pas. On
avait la même carrosserie, les mêmes moteurs. Par contre, tout le système analogique de l'époque, qui était fabuleux d'ingéniosité et de cohérence, a été transformé par une architecture numérique à base d'ordinateurs embarqués. Principalement, il a été ajouté un pilote automatique avec une centrale inertie qui lui permettait de naviguer extrêmement précisément. Et nous avons également rénové tous les systèmes de contre-mesure qui étaient déjà très performants, mais qui ont été adaptés aux technologies tout à fait modernes. Et cet avion, avec ses nouvelles capacités, eh bien, pouvait aller aussi loin qu'avant, mais pouvait naviguer encore plus précisément, pouvait faire des atterrissages de précision sans aide extérieure, grâce à l'ajout d'un ILS par exemple. Et puis, simultanément, le Mirage 4, depuis la fin des années 70 jusqu'à la fin de sa vie en 2005, il a toujours eu une capacité de reconnaissance stratégique. Même si le Mirage 4 est un avion extrêmement ancien, il était engagé sur tous les derniers théâtres pendant la fin de sa vie. Il a également participé, bien entendu, à la guerre du Kosovo en 1999, aux opérations sous mandat de l'ONU en 1996 au-dessus de l'Irak, pour la même mission en 2003, au-dessus de l'Afghanistan en 2001 et 2002. Sous le ventre de l'avion, à la place de l'endroit où on mettait autrefois l'arme nucléaire, on a pu mettre un container qui lui-même intégrait un certain nombre de caméras de tout type, des caméras obliques, verticales, caméras noir et blanc, couleur, infrarouge aussi, ce qui fait que tout ce système de prise de vue, associé aux performances extraordinaires du Mirage 4, permettait aux politiques d'utiliser un outil à très longue distance, avec un savoir-faire nucléaire, entre guillemets, c'est-à-dire des gens habitués au ravitaillement en vol, habitués à faire de la pénétration à très haute altitude, très grande vitesse, ou bien au contraire très bas, très vite, et dans des délais très courts. Mais le Mirage 4 n'a pas fait que des missions opérationnelles hors de France. Cela consistait principalement en des photos à basse altitude, pour prendre par exemple les résultats des tempêtes de 1999 pour les autres ministères, pour prendre également le niveau des eaux suite aux différentes inondations, et pour montrer au préfet, en fonction de la hauteur de l'eau, quelles étaient les voies de communication encore utilisables. Cette capacité avec ce grand rayon d'action, c'est pour ça qu'il est stratégique aussi, permettait donc de donner aux responsables politiques des renseignements sur les théâtres d'opération. Et cette mission-là, elle a été conduite jusqu'à, j'allais dire, les derniers mois de la vie du Mirage 4. Le couple Mirage 4 C-135 reste un couple mythique, pour différentes raisons. D'abord, parce qu'on a toujours été habitué à voir un Mirage 4 avec un Boeing, et d'autre part parce qu'il donnait une capacité opérationnelle avec seulement 2 avions. Nous décollions de France avec, dans le Boeing, une quarantaine de personnes, qui servait à la fois à maintenir le Boeing, mais aussi à réparer et mettre en œuvre le Mirage 4, les officiers renseignements qui devaient interpréter les images. Donc nous avions vraiment, avec 2 avions et 40 personnes, une capacité autonome de projection, ce qui était extrêmement intéressant au niveau militaire et politique. S'agissant de dissuasion nucléaire, il est évident qu'il n'y a pas eu de rupture. Et on avait déjà prévu la suite, en tuilage, comme on dit. La suite, elle était constituée de Mirage 2000. Donc aujourd'hui, nous disposons de 3 escadrons de Mirage 2000N, une 60aine d'avions au total, plus toute la flotte des ravitailleurs en vol, les C-135, c'est leur nom, mais donc dérivés des Boeing 707, mais qui sont les ravitailleurs d'origine. La suite, c'est donc de remplacer les Mirage 2000 par le fameux Rafale. La différence fondamentale qu'il y a entre le Mirage 4 et le Rafale, c'est que la Rafale est un avion non omni-rôle. Alors que signifie omni-rôle? C'est-à-dire que le même avion est capable de missions air-air, air-sol, reconnaissance, nucléaire, air-mer. Donc c'est un avion polyvalent qui sait faire toutes les missions. Et parmi ces missions, il en a une qui est la mission nucléaire. Le nucléaire est tombé à point au moment où on commence à s'apercevoir dans le domaine de l'économie ce que représente
le pouvoir des masses. Quand vous avez le savoir avec un grand S multiplié par un grand M pour masse, on arrive à la gigantesque production chinoise et demain et indienne, que nos propres moyens n'arrivent pas à neutraliser. Ben, dans le domaine des rapports de force, c'était la même chose. Or, le nucléaire, lui, a créé une rupture. C'est-à-dire qu'il neutralise les masses. Et par conséquent, il a redonné à des petits pays ou à des pays moyens un rôle capital. C'est ce qu'ont compris la Grande-Bretagne, la France, et que essaie de comprendre, de mettre en musique l'Iran actuellement, après la Libye, après le Pakistan, après la Corée du Nord. C'est la même idée. La force atomique a ceci qui lui est propre, qu'elle a une efficacité certaine et dans une mesure effrayante, même si elle n'approche pas du total imaginaire. On ne désinvente pas l'arme nucléaire, c'est dommage, mais c'est comme ça. Hein. Et l'arme nucléaire reste ce que l'homme a inventé de pire. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et personne n'a intérêt à la prolifération nucléaire. Personne n'a intérêt à la prolifération nucléaire. Et ces 5 puissances qui, aujourd'hui, sont dotées, ont une responsabilité essentielle pour que cette bêtise fondamentale de l'humanité, c'est comme ça, hein, eh bien, elle soit circonscrite. C'est un appareil merveilleux pour le pilotage et pour les performances. Du point de vue d'un pilote de Mirage 4 qui a plus de 2000 heures de vol sur Mirage 4, on en garde un souvenir ému. C'est moi qui ai posé ce bel appareil. Je l'ai posé donc fin juin 2005 sur cette base-là. C'était un vol extrêmement émouvant. J'étais avec le capitaine Mazoko, mon navigateur. C'est un avion qui d'abord a une esthétique extraordinaire. Souvent dit que c'est le plus bel avion du monde et que ça le restera pendant encore longtemps. Et puis du point de vue du pilote, c'est un avion extrêmement agréable. L'avion, c'était une véritable horloge. Et puis quand vous vous retrouvez pour la première fois à croiser à 50 000 pieds et Mach 9 sans aucune difficulté, presque dans le silence, hein, mais c'est incroyable. Hein. C'était un gros Fouga. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'était le Fouga Magistère de la patrouille de France. C'était l'avion école, l'avion de début, hein, donc réputé facile pour les pilotes débutants. Ben, nous, pilotes de Mirage 4, on disait c'est un gros Fouga, hein, facile à piloter. Par contre, il fallait le respecter. Et le respecter parce qu'il ne fallait surtout pas sortir de son domaine de vol, sinon il ne pardonnait pas. Donc il y avait une relation, je vais dire, de confiance entre l'avion et l'équipage. Beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse que je vois atterrir le dernier Mirage 4 de l'armée de l'air. Et ce moment est d'autant plus exceptionnel que nous avons côte à côte le dernier pilote qui a volé sur cet avion et le premier pilote, le général Glavany, qui a fait le premier vol de cet avion il y a plus de 50 ans. Et puis Cabrières, qui a dessiné cet avion. Le dernier vol a été un grand moment, relativement discret d'un point de vue médiatique. Hein. Ça lui allait bien, cet avion-là. Il est né dans la discrétion, il a vécu dans la discrétion, il est mort comme ça aussi. Tous ceux qui en ont fait s'en souviendront toute leur vie, et tous ceux qui n'en ont pas fait le regrettent aujourd'hui. Voilà.